Madame la secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, chers délégués, Monsieur le délégué général de l'Association française des Nations Unies, Monsieur le directeur général de l'enseignement catholique français, Monsieur le directeur de Sciences Po Menton, chers directeurs d'établissement, chers enseignants, chers élèves et chers délégués. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cet événement important pour deux raisons. Tout d'abord, en tant que représentante de la France à Istanbul, c'est l'occasion de constater une nouvelle fois la vitalité et le dynamisme de la francophonie et du réseau éducatif français et francophone en Turquie, mais bien au-delà, tout autour de la Méditerranée et dans cette belle région qui nous réunit tous aujourd'hui. C'est une francophonie concrète, une francophonie de projet, une francophonie qui permet de nouer des liens humains. Et je suis persuadée, chers jeunes délégués, que ce que vous allez vivre aujourd'hui et dans les jours qui viennent va vous marquer pour très longtemps, va créer sans doute des amitiés, des rencontres qui, je le souhaite, dureront toute votre vie. C'est cette francophonie de projet, cette francophonie de rencontre, cette francophonie humaine qui est au cœur de notre ambition francophone. Si je suis si heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de participer à cet événement, c'est aussi en tant que diplomate, profondément convaincue de l'importance du multilatéralisme et des Nations Unies. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que la France est la fille aînée des Nations Unies. Je crois que cette expression est très juste. Elle veut dire deux choses. Elle veut dire tout d'abord que depuis 1945, au sein des Nations Unies, ce sont beaucoup de femmes et d'hommes français, qu'ils soient diplomates ou qu'ils soient agents des Nations Unies, qui ont porté cette ambition et qui ont fait grandir l'organisation et qui, dans tous les moments où l'organisation était fragilisée, était en doute, ont fait en permanence et qu'elle puisse renaître de ses cendres. Et puis c'est aussi parce que s'il y a bien une constante de la diplomatie française depuis maintenant 80 ans, c'est l'importance des Nations Unies, c'est l'importance du multilatéralisme, c'est l'importance du droit international. Et je dirais qu'aujourd'hui, encore plus que durant les précédentes années, ou en tout cas depuis les années 90, on est dans une période où on a plus que jamais besoin des Nations Unies, besoin du dialogue, besoin de la négociation, besoin du droit international. Dans une période de brutalisation inédite des relations entre États, dans une période où un État se permet d'envahir son voisin en dehors de toute règle internationale, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Aussi dans une période où nous avons beaucoup de nouveaux défis qui nécessitent de la concertation internationale, qui nécessitent de la règle internationale. Quels sont ces défis auxquels je pense? C'est tout d'abord le climat, le réchauffement climatique, la dégradation de la biodiversité. C'est aussi l'intelligence artificielle, c'est aussi ces nouveaux modes de communication, ces réseaux sociaux, ces plateformes qui nécessitent d'être régulés. Et seule la concertation internationale, seul le multilatéralisme nous permet d'être efficaces dans ces domaines. Chers élèves, chers délégués, dans quelques instants, vous allez faire comme si vous étiez des représentants de différents États. Vous allez jouer aux diplomates, vous allez incarner un certain nombre de pays. Moi, je crois beaucoup au fait de faire semblant, au fait de mentir vrai, au fait de jouer. Je crois que ça a des vertus absolument immenses et je suis persuadée que pendant ces jours où vous allez jouer à la négociation internationale, vous allez pouvoir toucher du doigt des choses essentielles. La première chose que vous allez pouvoir ressentir, c'est ce que ça fait et ce que c'est que de représenter un pays. D'expliquer ses positions, de l'incarner, d'être dans cette interaction où on discute entre États. Et puis vous allez essayer de toucher du doigt ce que c'est que cet effort énorme de tenter dans la jungle des positions contradictoires ou des positions différentes, dans la jungle des intérêts distincts, comment est-ce qu'on arrive à se frayer un chemin vers un accord, vers un consensus, vers un plus petit dénominateur commun. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, et je pense qu'il y a une chose à expliquer aux
aux jeunes joueurs, aux jeunes élèves sur ce qu'est la négociation internationale, c'est le principe de l'égale souveraineté des États. Alors j'espère que ce concept ne fait pas trop peur, mais en fait il est très simple. Il est que dans l'ordre international, tout État est souverain. C'est-à-dire que fondamentalement, personne ne peut imposer à un chef d'État, personne ne peut imposer à un État quoi que ce soit, si ce n'est par sa volonté exprimée. Ça ne veut pas dire que tous les États sont égaux. J'ai dit l'égale souveraineté des États, je n'ai pas dit l'égalité des États. Vous voyez bien comment est le monde. Il y a des puissances énormes, il y a des tout petits États. Évidemment que dans les faits, nous ne sommes pas d'égale puissance. Néanmoins, un État, même le plus petit qu'il soit, peut dire « je ne signerai pas cette convention, je ne signerai pas ce traité ». Et d'où la nécessité, quand on négocie l'accord de Paris sur le climat, quand on négocie 1001 résolutions, d'arriver à entraîner tout le monde, d'arriver à convaincre tout le monde, de façon à ce que le plus grand nombre de pays possible signent, donnent son accord. Donc c'est une négociation qui est très particulière et qui demande beaucoup d'efforts, en fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et je voudrais en profiter pour partager avec vous quelques leçons apprises sur le terrain. Lorsque moi-même, je travaillais à New York, à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, et où quotidiennement je siégeais au sein du Conseil de sécurité avec le petit drapeau France, et qu'au quotidien je négociais avec les 14 autres membres du Conseil de sécurité des résolutions, des déclarations à la presse, un certain nombre de positions communes du Conseil de sécurité. Ce que j'ai appris durant ces années, je pourrais le résumer en cinq leçons que j'aimerais vous livrer aujourd'hui, et j'espère qu'elles vous aideront pour l'exercice que vous allez jouer dans quelques minutes. La première leçon, c'est savoir vraiment écouter l'autre. La première étape quand on rentre en négociation internationale, c'est d'écouter. Et écouter vraiment n'est pas une chose si simple. C'est évidemment écouter, essayer de comprendre les arguments de l'autre, l'explication de l'autre, la position de l'autre, mais essayer vraiment de comprendre d'où il parle, quel est l'implicite de son discours, quelle est son histoire, pourquoi telle position à tel moment, pourquoi ce sujet qui pour nous paraît mineur, en fait pour tel pays est si important, quelle est sa culture, quelles sont aussi ses émotions, quelle est aussi la position quel est son état intérieur, de la politique intérieure à ce moment-là, enfin d'essayer vraiment de rentrer en profondeur dans la compréhension de l'autre et la compréhension de l'altérité. Parce que ce qu'on remarque dans la pratique diplomatique, et je crois que plus on pratique la diplomatie, plus on s'en rend compte, c'est à quel point l'altérité est en réalité beaucoup plus importante qu'on ne le pense aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais une incise, mais quand en tant que diplomate, on est amené à briefer nos autorités politiques, qui la plupart du temps sont sur de la politique intérieure, une des choses sur lesquelles on insiste, c'est à quel point l'autre est autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas universaliste, et je suis fondamentalement universaliste, et nous sommes fondamentalement. Mais plus on passe du temps avec l'autre, plus on se rend compte qu'on a des histoires différentes, on a des cultures différentes, on a des inconscients collectifs différents, et qu'il faut prendre toute la mesure de l'altérité de l'autre, si j'ose dire. La deuxième leçon, ou conseil, je dirais, c'est de bien se connaître soi-même, de bien connaître son pays. Et que quand vous êtes délégué aux Nations Unies, quand vous représentez, comme vous allez le faire vos pays, vous recevez des instructions. Mais il s'agit de vraiment comprendre ces instructions, d'où elles viennent, pourquoi telle position. Et pareil, de comprendre aussi l'histoire de cette position. Pourquoi la France, pourquoi la Belgique, depuis 30 ans, 40 ans, a cette position. Tout ça, bien, parfois, il faut remonter à une histoire beaucoup plus ancienne. Et comprendre aussi ce qui est en dehors des instructions, ce qui est aussi autour de l'instruction elle-même, encore une fois l'implicite, la philosophie même, l'intention même de nos autorités quand elles nous donnent ces instructions. Parce qu'une des clés dans la négociation, c'est de parler aux autres pays, mais c'est de parler à sa capitale. Parce qu'en fait, dans les faits, dans une négociation, tous les soirs, et parfois même plusieurs fois par jour, on appelle ses collègues à Paris, enfin dans mon cas c'était à Paris, pour leur dire voilà, la Chine m'a
m'a dit ça, la Russie m'a dit ça, les États-Unis m'ont dit ça. Bon, je crois faudrait qu'on s'aide là-dessus parce que comme ça nous permettrait d'avoir ça. Donc c'est aussi une négociation entre le délégué et sa capitale. Et pour ça, il faut bien comprendre quelle est la position de la capitale, quelles sont les lignes rouges, quelles sont les lignes un peu plus oranges sur lesquelles on peut aussi éventuellement faire évoluer son pays. La troisième leçon, c'est toujours négocier sur un texte. En fait, la négociation n'a pas commencé tant que vous n'êtes pas sur un texte. Parfois, on a l'impression, parce que bon, quand on commence la négociation d'une résolution, par exemple, on se réunit autour d'une table et puis on discute, ah, moi, ma position c'est ça, moi c'est ça, ok. Parfois, on a l'impression que les positions sont très très antagonistes. Et puis en fait, si jamais on se dit, bon, ok, allez, commençons à écrire la résolution, donc on commence à rentrer dans l'univers des mots, et on se rend compte qu'en fait, il y a moyen de trouver une formulation qui convienne à tout le monde et qu'en fait, nos positions n'étaient pas si antagonistes que ça. A contrario, parfois, on a l'impression qu'on était totalement sur la même ligne, on pense la même chose, on est entre alliés, mais oui, parfait, on n'est pas... Et en fait, quand on passe au moment du texte, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça, et qu'en fait, il y avait des dissensions et des différences qu'on n'avait pas vues. Donc vraiment, le texte, aussi parce que la langue, nos langues, quelles que soient les langues, ont cette magie, ce pouvoir de pouvoir toujours se frayer un chemin. Et parfois, effectivement, quand vous lisez les résolutions des Nations Unies, les formulations peuvent paraître très alambiquées, et souvent elles le sont parce que cette méthode de parler est très alambiquée, et en fait ce chemin très étroit dans la jungle des volontés contraires dont je parlais tout à l'heure. Mais la langue permet toujours de trouver un chemin, de trouver un consensus. La quatrième leçon, c'est ne jamais mentir. Quand on est diplomate, il ne faut jamais mentir. Bon, dans la vie générale, il vaut mieux ne pas mentir non plus, mais je voudrais insister vraiment sur l'importance de la confiance entre délégués, la confiance entre représentants des différents pays. Pour qu'une négociation puisse aboutir, les délégués doivent se faire confiance entre eux, ils doivent être fiables, ils doivent se respecter. Cette courtoisie, enfin même c'est plus qu'une courtoisie, en fait c'est une éthique. Cette éthique du respect entre délégations est absolument fondamentale. Si jamais un délégué un jour s'amuse à mentir et à ne pas être transparent et à ne pas être honnête, ça casse la relation de confiance pour des années et des années et des années, et on met des décennies à la rattraper. Donc ça c'est vraiment cette relation d'éthique entre nous est essentielle, et je dirais même que quand on passe des heures, et en fait des dizaines d'heures, et en fait des soirées entières, et parfois des bouts de nuit entiers à négocier, parce que c'est ça dans la vraie vie, se développe souvent une forme de camaraderie, voire une forme d'amitié, souvent une estime réciproque en tout cas, et que ce lien de respect, d'estime, de camaraderie est absolument essentiel. Ça ne veut pas dire du tout qu'on transige sur les positions de nos pays, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est dans l'honnêteté, dans la transparence et dans le professionnalisme et dans la rigueur. Et donc cette éthique, cette honnêteté, le fait de ne jamais mentir et d'être absolument fiable est une qualité indispensable. Et enfin, la dernière leçon que j'aimerais partager avec vous, la dernière recommandation, c'est d'être toujours créatif. Au fond, quand on négocie des textes aux Nations Unies, quand on essaye, en fait c'est quoi négocier un texte? Il y a un problème international, il y a une guerre civile, il y a une crise humanitaire, il y a un problème de réchauffement climatique, et on essaye de créer du consensus international pour régler les choses. En fait, c'est toujours écrire l'histoire, et l'histoire n'est jamais écrite a priori. Et donc, il faut être inventif, il faut être créatif, il faut être positif, il faut être enthousiaste, il faut être optimiste, et il faut se dire qu'il y a toujours un chemin, qu'il y a toujours une solution à dessiner et à inventer. Et tout à l'heure, je vous parlais de cette expression qui dit que la France est la fille aînée des Nations Unies, et quelque chose qu'on a beaucoup d'entre nous ont pu constater, c'est à quel point aux Nations Unies, que ce soit à New York ou à Genève ou à Vienne, très souvent les délégations françaises, on attend des délégations françaises justement qu'elles soient créatives et inventives et très, très modestement, hein, parce que je n'y suis pour rien, mais je peux constater que c'est effectivement souvent le cas, et s'il y a un génie diplomatique français, c'est bien celui de la créativité et de l'inventivité. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je voulais vraiment, chers élèves, vous encourager à profiter à fond de
de ces quelques heures, de ces quelques jours. Vous allez vivre une expérience incroyable et je suis convaincue que c'est dans les mois qui viennent et les années qui viennent que vous réaliserez à quel point ce jeu que vous allez jouer vous aura appris beaucoup. Je voudrais aussi bien sûr remercier le lycée Saint-Joseph pour l'accueil et pour l'organisation de ce très bel événement. Et puis dire un remerciement particulier à toutes les équipes pédagogiques parce que je sais très bien que sans vous, tout ça évidemment ne pourrait pas avoir lieu. Et merci de ce beau cadeau que vous faites à nos jeunes et à nos élèves. Merci beaucoup.